L'indice officiel de l'inflation est une mise en scène étatique de précision chirurgicale conçue pour masquer le plus grand transfert de richesse de l'histoire moderne. Ce chiffre pacifiant que tu vois défiler chaque mois sur les écrans d'actualité n'a jamais eu pour but de refléter la réalité de ton appauvrissement, mais de la minimiser scientifiquement pour préserver la solvabilité des gouvernements. Si la véritable augmentation du coût de la vie courante était révélée demain matin, l'État s'effondrerait sous le poids des pensions de retraite, des salaires des fonctionnaires et des intérêts de la dette publique qui devraient tous être réindexés sur le champ. Tu penses que ton argent dort tranquillement à l'abri sur ton compte de dépôt, alors qu'en réalité, il subit une hémorragie constante et invisible, orchestrée par des comités de technocrates armés de tableurs dont les formules statistiques ont été discrètement modifiées au fil des décennies. Dans cette exploration sans concession, nous allons démonter chaque engrenage de cette gigantesque falsification mathématique. Tu vas découvrir comment le panier de la ménagère est manipulé à travers des concepts obscurs comme les ajustements hédoniques, les substitutions forcées et la pondération géométrique, qui permettent d'exclure les hausses de prix les plus douloureuses de ton quotidien tout en gonflant artificiellement des baisses virtuelles. À la fin de cette analyse, le voile des illusions statistiques se déchirera définitivement, te permettant de voir tes relevés de compte et l'économie réelle avec la clarté glaciale d'un initié du système. Commençons par examiner ce sentiment d'angoisse sourde qui t'assaille chaque fois que tu passes à la caisse de ton supermarché habituel. Tu constates avec amertume que ton caddie est à moitié vide pour un montant qui, il y a encore quelques années, te permettait de nourrir ta famille pendant 2 semaines entières. Pourtant, les rapports de l'Institut national de la statistique et des études économiques affirment sans sourciller que la hausse annuelle des prix oscille gentiment autour de 2 ou 3%. Ce décalage absurde n'est pas le produit de ton imagination. Il trouve ses racines historiques dans le rapport de la commission Boskin remis au Sénat américain en décembre 1996. Ce document de travail, dont les principes ont été adoptés par l'ensemble des instituts statistiques des pays développés, a introduit des méthodes d'ajustement qui ont altéré pour toujours la définition même de l'inflation. Auparavant, l'inflation mesurait le coût constant nécessaire pour maintenir un niveau de vie identique. Après cette réforme invisible, elle est devenue une mesure de l'utilité subjective, permettant toutes les dérives statistiques imaginables. Pour comprendre l'ampleur de la déconnexion, il faut savoir que dans les années 1950, l'indice mesurait un panier fixe de seulement 85 articles très simples dans la région parisienne. Aujourd'hui, on nous parle de centaines de milliers de relevés de prix répartis sur tout le territoire, un niveau de complexité qui sert principalement de paravent pour noyer les hausses de prix inévitables sous des modélisations abstraites. La technique la plus redoutable de cette manipulation est sans conteste l'ajustement hédonique. Pour bien comprendre ce tour de passe-passe, imagine que tu achètes un téléviseur pour 600 € aujourd'hui. 2 ans plus tard, ce modèle précis a disparu des rayons, remplacé par un écran de taille supérieure, doté d'une meilleure résolution, vendu lui aussi pour 600 €. Pour ton portefeuille, la dépense réelle est strictement identique. Tu as sorti 600 € de ton compte. Mais pour le statisticien de l'État, la qualité de l'appareil s'est améliorée de 50% grâce à ces nouvelles caractéristiques techniques. Par conséquent, l'algorithme de calcul considère que le prix réel de ce téléviseur a baissé de 1/3. Dans l'indice officiel, cette baisse virtuelle de 200 € est enregistrée pour compenser et annuler la hausse bien réelle de 200 € sur ta facture d'électricité ou ton abonnement de chauffage. Mais le piège est là, tu ne peux pas te chauffer avec la résolution de ton écran de télévision. L'utilité théorique remplace le coût monétaire réel, masquant la baisse de ton pouvoir d'achat quotidien derrière une amélioration technologique forcée. Regarde bien. Une autre arme de destruction massive de la vérité statistique est l'effet de substitution. Si le prix d'un morceau de bœuf de qualité supérieure augmente de 40% en raison de la hausse des coûts agricoles, la logique voudrait que cette hausse soit pleinement comptabilisée dans l'indice. En réalité, les économistes étatiques partent du principe que le consommateur est un être rationnel qui va s'adapter. Ils estiment que tu vas cesser d'acheter ce bœuf devenu trop cher pour le remplacer par du poulet industriel de qualité inférieure. L'Institut statistique modifie alors immédiatement la composition de son panier de référence en diminuant la part du bœuf et en augmentant celle du poulet. Grâce à cette substitution forcée, la hausse vertigineuse du prix de la viande rouge disparaît presque entièrement des statistiques officielles. Ce que l'on mesure désormais, ce n'est plus le coût nécessaire pour maintenir ton alimentation habituelle, mais le coût minimum pour t'éviter de mourir de faim en dégradant constamment la qualité de ce que tu consommes. On transforme la régression sociale forcée en une stabilité des prix artificielle. Il faut y ajouter l'exclusion systématique de l'immobilier résidentiel du calcul principal de l'inflation.
Pour la majorité des citoyens français, le remboursement d'un prêt immobilier ou le paiement d'un loyer constitue de très loin le premier poste de dépenses mensuelles, engloutissant souvent entre 30 et 40% des revenus disponibles. Pourtant, sous prétexte que l'achat d'un logement est considéré par les manuels d'économie comme un investissement de capital et non comme une dépense de consommation, les variations des prix des logements anciens sont exclues de l'indice des prix à la consommation. Seuls les loyers y figurent, mais avec une pondération ridiculement minorée qui ne reflète en rien la réalité étouffante des locataires du secteur privé dans les grandes métropoles. Tu te retrouves ainsi face à un thermomètre truqué, conçu pour maintenir la température affichée à un niveau rassurant, pendant que la structure entière de la maison est en train de brûler sous tes pieds. Pour comprendre qui profite réellement de ce mensonge d'État, il faut remonter à l'effet Cantillon, théorisé au XVIIIe siècle par l'économiste Richard Cantillon. Ce principe fondamental démontre que l'injection de nouvelles monnaies par la Banque centrale ne se propage pas de manière uniforme dans la population. Les premiers receveurs de cette monnaie fraîchement créée, c'est-à-dire l'État, les banques commerciales et les grandes multinationales, peuvent la dépenser avant que les prix de l'économie réelle n'aient eu le temps de s'ajuster à la hausse. Ils achètent des actifs tangibles, des terres, des actions et des biens immobiliers à des prix encore bas. Lorsque cette monnaie finit par ruisseler jusqu'au consommateur final, sous forme de salaire ou d'aide sociale, elle a déjà perdu une part considérable de son pouvoir d'achat car les prix ont grimpé partout sur son passage. Tu es au bout de la chaîne alimentaire monétaire, condamné à recevoir une monnaie déjà de fait dévalorisée pour acheter des biens dont la valeur a été artificiellement gonflée par ceux qui t'ont devancé. C'est la raison pour laquelle les grands indices boursiers comme le CAC 40 s'envolent vers des sommets historiques, tandis que les salaires stagnent et que les services publics se dégradent. C'est à ce moment précis que le piège de l'épargne traditionnelle se referme sur toi avec une brutalité absolue. Prenons le cas d'un épargnant moyen qui a travaillé dur pendant des années pour accumuler 50 000 € sur un livret réglementé ou sur le fonds en euros d'une assurance vie. Son conseiller bancaire, affichant un sourire bienveillant, le félicite pour sa gestion prudente et lui garantit un rendement annuel de 3%, lui assurant que son capital est totalement protégé de toute perte. Si l'inflation officielle est déclarée à 2%, cet épargnant s'endort sereinement, persuadé de s'enrichir lentement mais sûrement d'1% par an en termes réels. Mais quelle est la réalité de son quotidien? Si l'inflation réelle, celle qui intègre la hausse brute de l'énergie, de l'alimentation non transformée, des taxes locales et du coût réel du logement, s'établit en réalité à 8% par an, le calcul change de manière spectaculaire. Chaque année, cet épargnant perd en réalité 5% de son pouvoir d'achat global. En appliquant la formule mathématique de la règle de 72, on s'aperçoit qu'à ce rythme de destruction silencieuse, il ne faudra que un peu plus de 14 ans pour que la moitié de la valeur réelle de ces 50 000 € soit définitivement réduite en cendres. Son écran bancaire affichera toujours fièrement la somme nominale de 50 000 €, lui donnant l'illusion de la richesse, mais cette somme ne lui permettra plus d'acheter ce qu'il aurait pu acquérir avec seulement 25 000 € aujourd'hui. C'est l'essence même du prélèvement invisible, une confiscation de la valeur de ton travail sans que l'État n'ait jamais eu besoin de voter une nouvelle taxe impopulaire à l'Assemblée nationale ou de t'envoyer un avis d'imposition supplémentaire. Pourquoi les gouvernements ont-ils un besoin vital de maintenir cette illusion statistique? La réponse réside dans l'immensité de la dette publique, qui dépasse désormais les 3 000 milliards d'euros pour la seule République française. Un État surendetté n'a que 3 manières historiques de solder ses comptes. Faire défaut sur sa dette, ce qui provoquerait une faillite bancaire immédiate, augmenter massivement les impôts, ce qui déclencherait une révolution fiscale, ou dévaluer sa monnaie par l'inflation. Cette troisième option est de loin la plus séduisante pour la classe politique car elle est indolore à court terme et permet de rejeter la faute sur les entreprises, les tensions géopolitiques ou les chaînes d'approvisionnement globales. En maintenant les taux d'intérêt des banques centrales en dessous du niveau de l'inflation réelle, l'État réduit chaque année le poids réel de sa dette de plusieurs dizaines de milliards d'euros, finançant son train de vie somptueux par le biais d'un prélèvement direct sur ton épargne bancaire non protégée. Combien de temps vas-tu accepter de cotiser à ta propre ruine financière? Pour briser ce cercle vicieux et cesser d'être la victime consentante de cette spoliation d'État, tu dois impérativement adopter des stratégies d'allocation de capital radicalement différentes de celles préconisées par ton conseiller financier traditionnel. La première décision d'urgence consiste à vider tes comptes d'épargne liquide de tout excédent inutile. Au-delà d'une réserve de précaution équivalente à 3 mois de fonctionnement pour faire face aux imprévus du quotidien, chaque euro supplémentaire conservé sur un compte courant ou un compte d'épargne classique est une perte de pouvoir d'achat garantie. Tu devais transférer cette liquidité vers des actifs de croissance, détenant un pouvoir de tarification exceptionnel, principalement des actions de grandes entreprises internationales, leaders sur leurs marchés respectifs.
Ces entreprises, souvent oligopolistiques, possèdent la capacité d'augmenter leurs tarifs de vente au rythme exact de l'inflation réelle, voire au-delà, préservant ainsi leurs marges bénéficiaires. En devenant copropriétaire de ces structures à travers un support fiscalement avantageux comme le plan d'épargne en actions, tu convertis ta monnaie papier dévaluée en part d'entreprise réelle dont la valeur nominale augmentera mécaniquement pour refléter la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie de règlement. La deuxième stratégie consiste à utiliser la mécanique même de l'inflation à ton profit, en exploitant l'effet de levier de l'endettement à taux fixe. Dans un environnement où la monnaie perd de sa valeur chaque jour, le débiteur est le roi absolu et le créancier est le dindon de la farce. Lorsque tu contractes un emprunt immobilier à taux fixe pour financer l'achat d'un bien locatif de rendement bien situé, tu figes définitivement tes mensualités de remboursement pour les 18 ou 20 prochaines années. En revanche, les revenus locatifs que tu perçois de ce bien vont être réévalués périodiquement sur la base des indices officiels de référence qui, bien que biaisés, finissent toujours par s'ajuster vers le haut pour refléter la hausse générale des prix. Pendant que la valeur marchande nominale de ton immeuble progresse et que tes loyers augmentent, le poids réel de ta dette bancaire s'effondre de manière continue sous l'impact de l'érosion monétaire. Tu te retrouves à rembourser une dette contractée en monnaie forte avec une monnaie de singe dépréciée, tout en accumulant un patrimoine tangible payé en grande partie par l'effort de ton locataire et l'inflation elle-même. Enfin, la troisième mesure indispensable de ta stratégie de défense patrimoniale consiste à allouer une fraction significative de tes avoirs à des actifs de réserve matérielle, totalement déconnectés des rouages du système bancaire commercial. L'or physique d'investissement, sous forme de pièces d'or de haute pureté ou de lingots certifiés, conservés en dehors des coffres des banques traditionnelles dans des structures de stockage sécurisées indépendantes, représente la protection historique ultime. L'or n'est pas un investissement spéculatif destiné à te rendre riche du jour au lendemain. C'est un conservateur de valeurs intemporelles qui a survécu à l'effondrement de tous les empires et de toutes les devises fiduciaires créées par l'homme depuis l'Antiquité. Lorsque le pouvoir d'achat des monnaies de papier s'enfonce dans l'abîme, la valeur nominale de l'or s'ajuste avec une précision mathématique pour préserver ton capital de départ. Pour ce